Bonsoir, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministre du Commerce et du Tourisme est en tournée dans la région d'Ali Sabieh. Et en Libye, un groupe d'écologistes lutte pour sauver les forêts. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. L'ambassadeur Mohamed Ould Hirsi a présenté ce week-end au palais présidentiel de Nouakchott en Mauritanie ses lettres de créance au président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Djibouti avec résidence à Rabat au Maroc. Au cours de la remise des lettres, l'ambassadeur était accompagné du conseiller de l'ambassade de Djibouti au Maroc, Cheikh Ibrahim, et après les mots de bienvenue, l'ambassadeur Douhour a eu un entretien avec le président mauritanien qui s'est déroulé en présence de Mohamed Salem Merzoug, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Mauritaniens de l'extérieur. Nous restons donc à Rabat. La délégation djiboutienne qui a pris part aux assemblées annuelles communes des institutions financières arabes s'est réunie sous le patronage de Aziz Aknouchot. Et le chef du gouvernement marocain qui a fait lecture de la lettre royale adressée par le roi aux participants aujourd'hui à Rabat. Il s'agit donc du Fonds arabe pour le développement économique et social, le Fonds monétaire et arabe, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, l'instance arabe de l'investissement et du développement agricole et de l'institution arabe pour la garantie des investissements et du crédit à l'exportation. Et en outre, les ministres des Finances des pays arabes ont tenu également leur session ordinaire du Conseil des ministres des Finances arabes. Et le directeur général Ahmed Awad a expliqué dans son intervention qu'une délégation djiboutienne conduite par le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti a participé à l'Assemblée générale des institutions arabes, des institutions financières arabes à Rabat. Il a fait savoir que dans ce cadre, il a pu participer à la réunion des fonds de garantie des pays arabes pour discuter avec ses collègues arabes sur les voies et moyens de renforcer davantage la coopération entre les institutions de garantie. Présidé par le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud, le comité de pilotage de l'évaluation nationale indépendante sur les performances du système éducatif a reçu le rapport de la dite évaluation au cours d'une réunion qui s'est déroulée ce matin au cabinet du ministre. Madame Ayane Ousmane Abrar, conseillère du ministre et secrétaire exécutive du comité supérieur de l'éducation et un expert international ont fait la recension des résultats de l'évaluation nationale indépendante sur les performances du système éducatif. L'occasion pour eux de rappeler l'intérêt de l'évaluation nationale indépendante qui sert entre autres à déterminer les niveaux de maîtrise des compétences des élèves dans le domaine évalué pour en établir la cartographie au niveau national, identifier aussi les acquis, les lacunes et les besoins en apprentissage, faire le suivi des apprentissages des élèves, appuyer les écoles, les enseignants et les élèves afin d'améliorer les apprentissages et appuyer la formation et le suivi encadrement des enseignants sur la base des difficultés et des lacunes identifiées. Un atelier de formation portant sur la conception d'un cadre de système d'assurance de qualité s'est ouvert le 23 avril dernier au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Ce concept a déjà été élaboré par l'Observatoire de la qualité du MENFOP. Ce vaste programme de formation est donc piloté par l'Observatoire avec l'appui d'une consultante internationale et s'est poursuivi jusqu'au 27 avril dernier et va profiter à un large public de cadres du MENFOP issus principalement de l'enseignement général et technique, de l'inspection générale, de la direction des examens et des concours, de la planification, de l'Observatoire de la qualité de l'enseignement et des apprentissages et du CRIPEN. A noter que ce programme de formation s'inscrit dans le cadre de la stratégie du MENFOP visant à élaborer un cadre de système d'assurance de qualité pour Djibouti à même d'améliorer les normes et standards existants pour les établissements scolaires et de se mettre en synergie avec les normes internationales.
Et un aspect clé, c'est de pouvoir faire le suivi de la qualité des écoles, faire le suivi des apprentissages. Et pour ça, on est en train de travailler avec le MENFOP dans un système d'assurance qualité qui nous donne information sur comment fonctionnent les écoles, comment c'est la qualité des apprentissages, comment c'est les aspects pédagogiques dans la salle de classe et comment ça fonctionne du point de vue de la communication et l'engagement avec les parents et la communauté scolaire. Comment c'est l'infrastructure de l'école, les ressources pédagogiques, et le personnel, les cadres d'enseignants. Alors, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir faire le suivi de toutes ces conditions qui sont clés pour assurer la qualité de l'enseignement dans les écoles et aussi pouvoir avoir information sur le contexte plus large dans lequel opèrent les écoles. Écoutons également les impressions des autres responsables présents lors de cet atelier. Au terme d'un atelier qui avait débuté le dimanche 23, effectivement, ça portait sur le SAC, c'est-à-dire le système d'assurance de qualité pour le système éducatif djiboutien. Donc nous avons passé en revue tous les points et cette fois-ci c'est pour renforcer les acquis déjà et pour améliorer davantage nos stratégies d'action aussi bien dans les écoles, dans les établissements qu'au sein même du pilotage au ministère. Nous avons eu la participation ou la collaboration d'une consultante internationale qui nous a permis de voir un peu ce qui se passe dans les autres pays. Effectivement, nous avons passé en revue le SAC de l'Union européenne, du Chili, de Haïti et du Mexique. Nous avons essayé d'élaborer notre propre SAC et de prioriser quelles sont les thématiques, quels sont les éléments ou les points sur lesquels nous devons intervenir en premier lieu, échelonner ça et planifier ceci, et puis voir quelle stratégie surtout de communication pour faire participer et les parents, les enseignants, les chefs d'établissement. Nous avons également présenté ce qui se fait à Djibouti, c'est-à-dire les normes et les qualités standards des chefs d'établissement, des établissements eux-mêmes, quel environnement nous voulons offrir à nos enfants. Le préscolaire a été au rendez-vous, a été même le point fort de cette présentation. Voilà en tout ce que nous avons réalisé. Dans l'actualité nationale toujours, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsamadiriye, poursuivant donc sa tournée sur la valorisation du tourisme, s'est rendu dans la région d'Ali Sabié. Il était accompagné de son staff, dont le secrétaire général et les conseillers techniques et les hauts cadres du ministère, ainsi que le directeur de l'Agence nationale du tourisme. À son arrivée, le ministre et sa délégation ont été accueillis par le préfet de la région et le président du conseil régional. Le ministre a visité durant cette tournée les différents lieux et sites touristiques, notamment à Dar Bio, Assamo et Daydan, la région d'Ali Sabié, possédant de nombreux sites propices à la promotion du tourisme, tels que le site du Grand Bara, pour voir les gravures rupestres et s'abonner avec joie le village médiéval de Bio, où se déroule chaque année la marche à dos de dromadaire qui arrive jusqu'au chef-lieu de la ville d'Ali Sabié. La forteresse du col d'Amboukta, située à l'entrée, est un vestige de la Seconde Guerre mondiale, récemment réhabilité conjointement par l'association de jeunes du château d'eau d'Ali Sabié.
Et concernant toujours le volet de la valorisation du tourisme, le ministre du Commerce et du Tourisme a tenu par la suite une réunion de concertation sur la valorisation et le développement du tourisme avec les opérateurs économiques, les commerçants, artisans, agriculteurs locaux de la région d'Ali Sabieh. La réunion a eu lieu au conseil régional d'Ali Sabieh en présence du préfet d'Ali Sabieh, du président du conseil régional, du secrétaire général du ministère du Commerce, du directeur de l'agence du tourisme et les responsables du ministère du Commerce. L'objectif étant de partager des idées et propositions dans le domaine de la valorisation du tourisme en République de Djibouti. Et lors de sa rencontre avec les locales de la région, le ministre du Tourisme, Mohamed Warsama, a fait part des projets étant en cours. Le secteur du tourisme de la région, a-t-il déclaré, dispose de potentialités importantes pour son développement économique. La région dispose de très beaux sites naturels. C'est pourquoi le gouvernement, sous le leadership du président de la République, a placé le tourisme comme une des priorités dans la politique nationale du développement socio-économique, puisqu'il peut être catalyseur dans la création d'emplois et de richesses. Et afin de tirer profit du tourisme, le gouvernement s'est engagé, a poursuivi le ministre, en exergue dans un vaste chantier pour accélérer le processus de transformation de ce secteur stratégique. Direction Dikil, à présent, une équipe mobile conduite par le médecin-chef du CMH de Dikil, Dr Djamar Moussa, s'est rendue à Sankal pour octroyer, donc prodiguer des soins médicaux avec l'appui logistique du ministère de la Santé. Cette visite médicale dans la localité de Sankal et ses alentours a regroupé toutes les populations, notamment de Sankal et de ses environs. Les prestations fournies par cette équipe étant des consultations médicales pour adultes et enfants, consultations prénatales et des vaccinations de routine. Et les habitants de cette localité ont remercié par la suite le médecin-chef du CMH de Dikil, son équipe ainsi que le ministère de la Santé. Une équipe mobile des centres médicaux hospitaliers de Dikil, avec l'appui logistique du ministère de la Santé, ont effectué une visite médicale. Cette équipe était composée des médecins et des paramédicaux. Les prestations fournies par cette équipe étaient les consultations médicales adultes, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, les consultations prénatales et la vaccination de routine. La consultation médicale et les consultations et la prise en charge médicale intégrée dans l'enfant, les populations qui ont bénéficié augmentent à terme de 500 patients. Les populations de cette localité et des sous-localités ont bien répondu cet appel et ont largement bénéficié. Et Inch'Allah, très prochainement, le ministère de la Santé, en collaboration avec les partenaires internationaux, vont organiser une large campagne de vaccination de routine afin d'améliorer et de mettre à jour à la couverture vaccinale de nos enfants. Et enfin, sous l'égide du secrétariat d'État au sport, la sous-direction régionale d'Obok a clôturé le tournoi intitulé Futur Talent, l'événement qui a vu la participation des autorités de la région et des responsables du secrétariat d'État au sport. Au programme des finales de football, de handball et volleyball était prévu pour clôturer en beauté. Et en football, la 8e 2 a difficilement battu la formation de la 7e. En volleyball, l'équipe du lycée général a remporté la finale face à la formation du lycée technique d'Obok. Et en handball féminin, la première place est revenue à la classe de 8e 5. À cette occasion, les différents acteurs ont été récompensés pour leur performance et leur engagement et leur fair play dont ils ont fait preuve tout au long du tournoi. En nouvelles du monde, à présent, en Libye, un groupe écologiste se bat pour sauver les forêts restantes. Les précipitations sont rares dans ce pays, en grande partie désertique, qui commence à peine à se remettre des années de conflits meurtriers qui ont suivi le soulèvement de 2011. Le groupe d'activistes s'efforce de sensibiliser le public aux zones vertes autour de la capitale Tripoli qui disparaissent rapidement à cause de la sécheresse, de l'activité humaine et de la désertification. Chaque semaine, ces membres se réunissent
réunissent pour lancer des campagnes médiatiques et mener des activités pour faire face aux dangers auxquels sont confrontés Tripoli et d'autres villes côtières. Le groupe, qui comprend des dizaines d'agronomes, d'horticulteurs et de bénévoles, aimerait finalement relancer un projet de ceinture verte datant des années 1950 et 1960 qui s'est étiolé au cours de décennies de guerre et de troubles. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.